Non. Большое спасибо всем товарищам, которые проявляют такой живой интерес к вопросам и теории. Oui, merci beaucoup à tous les camarades qui ont montré tant d'intérêt sur à la fois la pratique et la théorie du communisme. Je suis très content qu'on puisse avoir un dialogue avec vous dans la compréhension mutuelle, parce que bien que nous parlions à des langues différentes, en fait, nous parlons la même langue. C'est la langue du socialisme, la langue du communisme, de la révolution, de léninisme, du marxisme-léninisme. Il y a beaucoup de questions, donc une partie des réponses aux questions que vous avez posées est dans la deuxième partie de la journée. J'étais prête à ces questions, en particulier sur la chute de l'Union soviétique. C'est pourquoi cette question demande pas mal un grand développement. Donc je vous demande d'être patient et l'après-midi je donnerai des réponses précises. Et maintenant, je voudrais répondre au camarade qui a posé deux questions. La question de la trahison. La trahison dans le parti, c'est quelque chose de terrible. Oui, dans notre parti aussi, il y a eu des traîtres. Il y a eu Gorbatchev, il y a eu Yakovlev, il y en a eu d'autres. Mais demandons-nous nous-mêmes, comment reconnaître un traître d'un camarade du parti? Comment distinguer entre un leader et un traître? Par exemple, il y a un congrès, il choisit un dirigeant, par exemple Gorbatchev. Les gens lui faisaient confiance parce qu'il proposait plus de socialisme. Il proposait la perestroïka, l'accélération du mouvement. Et il y a beaucoup de gens à qui ça plaisait parce qu'il avait des défauts. Les gens voulaient qu'il y ait plus de socialisme. Mais comment peut-on distinguer? Posez-vous vous-même la question. Mettez-vous à notre place. C'était pas écrit sur son front qu'il était un traître. C'était le dirigeant du parti. C'était un camarade qui prenait la parole dans des meetings, qui voyageait à travers tout le pays, parlait avec le peuple d'une manière très démocratique. Et il me semble que dans n'importe quel parti, c'est un phénomène qui peut arriver dans n'importe quel parti. Comment distinguer dans notre parti qui est qui? C'est pareil pour les dirigeants. Ça ne pouvait pas venir à l'idée qu'un dirigeant du parti puisse être un traître. Comment savoir? Malheureusement, ça a été une erreur fatale. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre à notre place aurait pu éviter cette chose. Mettez-vous à notre place. Voilà, laissons peut-être les camarades chinois et... Voilà. Merci à tous. Merci à tous.放到一个历史的长河当中来看待，不能切断这个历史的进程。我们把这个十月革命应该放到一个人民寻求争取更多权利，争取自由、平等和幸福的权利的一个历史的阶段，整个人的历史发展长河当中来看，这一点是中国政府和中国人民也是持这样的观点。Donc, en me référant à ce qui a été dit auparavant, donc c'est vrai qu'il faut voir la révolution sur le long terme, voir aussi l'influence de la révolution russe sur le long terme, pas regarder comme si c'était un aspect historique séparé du reste. Donc,把中国革命一直是看作十月革命所开启的世界社会主义革命当中的一部分。Oui, on voit en fait la révolution chinoise comme une continuité de la révolution russe. Donc, voilà, de 1917. 然后第二点就是我想说的就是，从十月革命所开启的社会主义历史进程可以看出，我们追求的这个事业是有它的路程是曲折的，是
会受到很多的挫折和不断的遭到很多的挫折和遇到很多困难的，他的前进的道路是曲折的。Oui, donc on peut voir que depuis la révolution russe de 1917, le socialisme dans le monde a connu beaucoup de difficultés. Voilà, donc beaucoup de défis, a dû relever beaucoup de défis et a connu beaucoup de difficultés. 但是他的前途是光明的，他在推动整个世界从斗争和战争转向和平和发展的过程当中，它起着非常积极的作用。Mais elle a eu un rôle très positif pour la paix dans le monde. D'une société avec beaucoup de guerres et de luttes vers une société de paix et de développement. 中国社会主义事业也是在朝着这个方向发展。Et le socialisme en Chine s'est orienté dans cette direction. 第三点，我想说是感谢大家对中国社会主义发展的事业的一些积极的评价。J'aimerais ensuite remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à la réunion et qui ont donné leur avis sur le développement de la Chine socialiste. 刚刚召开的中国共产党19大提出了中国进入社会主义中国特色社会主义新时代的这样一个判断。Donc le 19e rapport du Congrès du Parti communiste chinois a souligné le socialisme, la nouvelle pensée du socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère. 中国在政治、经济、文化等方面都取得了很多的进展。La Chine a progressé dans divers domaines, qu'il s'agisse de l'économie, de la culture, de la politique. OK. 下午的讨论当中，我们代表团的团长将对18大以来中国的经济发展做一些详细的介绍。Depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois, ça a été une continuité. Oui, pardon. Donc, l'après-midi, notre secrétaire général du CCTB va expliquer le progrès économique. Oui, les progrès économiques qui ont eu lieu en Chine, et les divers progrès qui ont eu lieu, mais surtout l'aspect économique, qui ont eu lieu en Chine depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois. Ok, j'espère que vous aimerez, que vous serez intéressé, que ça vous intéressera la deuxième partie, et donc je vous remercie beaucoup. Oui, elle va conclure, Daniel. Oui. Je vais juste dire un petit peu. Non, vas-y. De toute façon, je pense que ça correspond tout à fait. Parce que moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je voudrais insister sur un point qui est de l'ordre ce que vous dites, destruction, déconstruction, désorganisation. On est dans le pessimisme, on est dans effectivement des situations de lutte qui ne sont pas annoncées, au contraire, qui sont tout à fait passées sous silence. On parle que des grandes réussites, et encore, quand on parle des Jeannettes, quelle est la réussite pour la masse? C'est pas sûr que ce soit le plus important qu'il faut se poser. Mais sur la notion de processus historique, ce que vous disiez, je crois que c'est le peuple. Il a été dans des luttes à des moments donnés, il a été dans la phase ascendante et dans les phases descendantes. Et il s'est toujours reconstruit un peu mieux, un peu plus. On est passé des barbares à une société normale, du moins une société d'hommes. Donc je crois que la notion d'optimiste, elle est à passer au niveau historique. C'est-à-dire qu'effectivement, la lutte, elle ne va pas être du jour au lendemain remise en route pour le peuple. Alors, on n'est pas dans une phase ascendante en ce moment. Mais si on a conscience concrètement de ce qui se passe aujourd'hui, si on est capable d'analyser son propre parti, si on est capable d'analyser ses propres organisations, on met déjà le doigt sur qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, si on sait que faire, tout va bien. Daniel. Oui, je pense que la deuxième partie du débat va nous aider beaucoup, mais je pense aussi que cette partie historique ne doit pas être négligée. Parce que la partie historique, et en ce sens on reste marxiste, léniniste, etc., nous permet
d'assimiler ce qu'est un processus historique et pas seulement une théorie. Je reviens encore à ce qu'a dit la camarade chinoise qui m'a paru très pertinent, c'est-à-dire que vraiment on est passé d'une théorie à la mise en pratique avec toutes les contradictions de la mise en pratique et toutes les difficultés. Nous, en France, parce que dans le fond, ce qui nous préoccupe à travers tout ça, c'est aussi la situation française, on est assez coutumier de ces sauts qualitatifs qu'on a hérités d'histoire. Je vous rappelle qu'avant mai 68, qui a représenté à la fois quelque chose qui était d'après moi de l'ordre du Maïdan, c'est-à-dire des fausses révolutions, et en même temps quelque chose qui, par l'entrée de la classe ouvrière en lutte, a donné encore autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment toujours, rappelez-vous, la France s'ennuie, juste avant que ça bouge. Et je crois que ce qu'a dit la camarade de la CGT me paraît très juste, c'est-à-dire que nous avons une montée des luttes. Et nous devons bien nous rendre compte que nous sommes dans un processus qui est multiple et qui désormais est rentré dans quelque chose qui est là. C'est peut-être le moment, c'est dans la révolution d'octobre que ça se joue, mais ça se joue y compris dans le développement. La révolution d'octobre, c'est quand même la première révolution qui n'est pas simplement un coup d'épée dans l'eau, quoi, ou si vous voulez, on fait la première révolution socialiste qui dure, et elle va durer sur des formes où nous, on va chacun être en laboratoire. On va être en laboratoire à partir de ce qu'on est, à partir de notre histoire, non pas parce qu'on s'enferme dans un monde clos, mais au contraire parce que chaque fois se pose l'actualité de la révolution à partir de ce que nous sommes. Et nos camarades chinois, moi ce que je crois, et j'ai travaillé sur, y compris la question, on a parlé de Staline, ce qui me paraît intéressant dans cette idée, c'est qu'à un moment, ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est qu'à un moment, le Parti communiste d'Union soviétique a quand même été capable de voir des partis aussi différents que le Parti communiste chinois, le Parti communiste d'Indonésie, différents types de partis qui bougeaient dans tous les sens, de voir qu'il y avait là chaque fois une expérience originelle et de la respecter. Malheureusement, il y a eu un moment où ce respect n'a plus existé. Il faut le retrouver, il faut faire ce que fait Vénitieux. Moi, je suis frappée de ce qui se passe ici et qui s'est passé très tôt. Ça a été une volonté, non pas de démissionner, non pas de donner la leçon aux autres partis, mais de profiter de toutes les expériences, des rencontres, non pas pour prendre des leçons, mais pour échanger nos expériences. Les camarades actuellement chinois, comme les camarades russes, ils continuent à poser la question. Regardez, ils ne savent plus quoi faire de cette révolution, les actuels maîtres, les oligarques. Qu'est-ce qu'on en fait de cette révolution? Ils sont un peu comme nous devant la Révolution française, nos élites. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la circonscrit? Parce que ça a été fondateur. Et je crois que nous, communistes français, il ne faut pas sous-estimer non plus, je terminerai là-dessus, la période où nous en sommes. Moi, j'ai été frappée par deux faits. Le premier, c'est qu'on n'arrive pas à nous faire renoncer au nom de Parti communiste français. Ça fait 20 ans qu'on s'obstine à nous faire renoncer, 20 ans que même les plus légitimistes, les plus prêts à accepter beaucoup de choses, disent non, on est communiste. La deuxième chose qui me paraît tout aussi importante, et je voudrais qu'on le laisse à la réflexion collective, du moins, c'est que pour la première fois, il y a eu une réunion des secrétaires, dernièrement, pour la première fois, on n'a pas réussi. La question qui a été posée était celle du parti d'abord et pas celle des alliances. C'est-à-dire qu'on continue, on se pose la question, on avance.
Et on avance plus que ce qu'on croit être. Parce qu'on n'est pas simplement un parti, on est un parti profondément en lien avec toute l'histoire révolutionnaire de notre peuple et qu'il faut retrouver comme les camarades des différents pays ont retrouvé. Et je crois qu'il ne faut pas donner des leçons. On a la manie de donner des leçons, les Chinois devraient faire ça, les Russes ils auraient dû faire ça, les autres... Et nous en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, eh bien, je crois que ce qui se pose et ce qui est dans l'esprit de Vénitieux qui m'a toujours intéressé, c'est cette rencontre et cet échange d'expériences pour devenir toujours plus les communistes de notre temps. Voilà. Et à partir de notre histoire. Voilà. Merci à tous. C'est vous, Michel. Mais Michel. Donc, je vous propose qu'on en reste là. On est presque à l'heure. Nos invités ont été exceptionnels parce qu'avec la traduction, je craignais qu'on ait un problème de timing et qu'on déborde de beaucoup. Or, merci beaucoup aux invités et à leurs traductrices parce que nous avons eu, je pense, une matinée riche, mais nous avons pu causer. Donc, on va terminer par l'intervention de Michel Picard, maire de Vénitieux, qui accueille donc officiellement les délégations et qui vous offre l'apéritif ensuite. Je pense que tout le monde s'est inscrit pour le repas qui suivra. Et pendant l'apéritif, je vous passerai une vidéo de la délégation des communistes qui était à Moscou pour le 100e anniversaire. Et je leur demanderai pendant la vidéo de se regrouper. Et à la fin du discours de Michel, je proposerai à tous nos invités de se réunir pour la photo traditionnelle autour des communistes de Vénitieux et de Michel.